Salam alaikum à toutes et à tous. Bienvenue dans Comestok by Mozone. Donc en Europe et en Belgique, on est en période électorale. On a les élections européennes, fédérales et régionales pour les Belges. Et à mes côtés, une candidate au PS qui s'appelle Dounia Alali. Dounia, bonjour. Comment vas-tu? Très bien, je vais très bien. Toi, comment tu vas? Écoute, super. Je suis très content de te recevoir. Je t'avoue que j'ai une grosse journée de tournage. Donc j'avais hâte de te recevoir. Merci pour l'invitation, c'est très gentil. Avec grand plaisir. C'est pas évident pour moi de recevoir des jeunes candidats parce qu'ils n'ont pas de bilan politique. Par contre, ils sont remplis d'ambition, ils ont plein de projets sur lesquels ils veulent travailler. Dounia, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui es-tu et quel est ton parcours de vie? Alors, je m'appelle, donc, comme tu l'as dit, Dounia Alali, j'ai 24 ans, je suis la plus jeune candidate sur la liste PS. Je suis également étudiante en droit. Et en fait, c'est justement quand j'étais étudiante que je me suis rendu compte qu'il y avait des inégalités qui étaient présentes. Elles étaient beaucoup trop présentes justement et je me suis simplement révoltée. Je me suis dit que pour changer ça, il fallait simplement se mouiller les mains et aller sur le terrain. Donc en fait, simplement, pendant le Covid, du jour au lendemain, on s'est retrouvés à la maison à devoir avoir des cours en ligne, tout ça. Sauf que moi, personnellement, j'étais dans une chambre avec ma sœur, enfin, je la partageais avec ma sœur. Et donc, on devait toutes les deux suivre des cours en ligne, mais on n'avait qu'un bureau. Enfin, voilà, c'était une situation, je suis sûre que je l'ai connue et plein d'autres jeunes l'ont connue également. Et donc, on a simplement lancé un lieu d'études avec d'autres jeunes. On s'est réunis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a lancé la Red House. Donc, la Red House, c'était un lieu d'études de 8h30 à 22h avec Internet, nourriture, prise de courant. Enfin, il y avait tout qui était à disposition des étudiants. Et plein de gens venaient justement me faire comprendre qu'ils vivaient une situation similaire à la mienne, en fait. Et qu'ils étaient dans le besoin et qu'ils voulaient simplement avoir une épaule sur laquelle ils pouvaient se reposer. Et donc ça a continué comme ça, on a créé un cercle, le premier cercle socialiste, on a créé justement des moyens pour rendre plus facile la vie dans l'université. Et en fait, petit à petit, j'ai construit un peu mon idée politique et comme je l'ai dit, la situation de vulnérabilité par rapport aux cours en ligne, etc., en fait, le seul parti qui m'a ouvert la porte pour ouvrir cette Red House, c'était le Parti socialiste. On a frappé la porte à plein d'autres partis et le seul qui nous a fait comprendre qu'on était les bienvenus dans leur local, ils nous ont fait confiance, ils nous ont attribué le bureau fédéral du PS, ils nous ont donné la clé, on pouvait aller pendant 1 mois et demi. Et en fait, je me suis rendu compte que mes idées personnelles étaient similaires, étaient coordonnées à 100% avec le Parti socialiste. Et puis voilà, ça a continué, je me suis investie, je me suis intéressée à ce qui était présent dans l'actualité. Et voilà, depuis, je suis candidate. Ok, ouais, c'est particulier. Et je suppose que le nom Red House, c'est en lien avec le PS aussi. Oui, c'est ça. La Maison Rouge, en fait, vu que c'était le local de la fédération du PS, on ne se voyait pas donner la house. Enfin, on a réfléchi, on se dit pourquoi pas la Red House, c'est intéressant, c'est facile à prononcer. Et ça a fonctionné. Puis après, ça a été élargi sur plein d'autres communes. Donc ici, on l'a pris à Anderlecht. Ça a été fait aussi à Schaerbeek. Et donc, vraiment, il y a eu un élargissement sur toutes les communes. Et c'était super beau à voir. Et les hommes politiques qui t'ont reçu, ils avaient un lien avec l'enseignement ou pas du tout? Pas du tout. C'est Ahmed Laouech qui nous a ouvert la porte. Ah oui, qui est premier candidat à la région d'ailleurs. Tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, il était président du PS, bruxellois. Et non, il n'avait même pas de lien avec les universités ou les universitaires. C'est vraiment, nous avons été porter notre projet et il a été accepté directement. On a eu justement de l'argent qui a été débloqué pour justement prévoir de la nourriture, etc. Et donc, c'était tellement rapide et tellement gentil. Oui, vous inquiétez pas, on est là pour vous soutenir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour vous. Et c'était vraiment chouette à voir. Ah ouais, c'est super. Ouais. Après, je t'avoue, j'ai fait une fois l'interview de M. Ahmed Laouech et c'est vrai qu'il a une très chouette personnalité et c'est quelqu'un qui est très proche des citoyens. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ton engagement aux côtés du PS, tu dis qu'il s'inscrit dans un partage de valeurs. C'est quoi les valeurs du PS avant que tu les découvres, tu vois, en t'engageant officiellement chez eux? C'était quoi les valeurs pour toi que représentait le PS? Pour moi, c'est... Donc moi, quand on me demande c'est quoi le Parti socialiste, en tout cas l'idéologie du Parti socialiste, c'est la communauté. C'est que tous ensemble, on puisse apporter notre pierre à l'édifice et pour que chacun puisse vivre dignement. Et donc pour moi, la justice sociale, c'est fondamental, pouvoir avoir accès à la santé, à l'enseignement, avoir justement une vie commune où par exemple, moi qui par exemple
ne puisse pas avoir les mêmes chances que notre personne, mais la société pourrait me permettre d'avoir accès à un grand nombre de possibilités pour m'aider en fait à avoir une place normale dans la société. Et donc moi je trouve que ça c'est fondamental, contrairement aux partis libéraux, parce que je me suis posé la question, quel est le parti qui me correspond totalement. En fait, le parti, enfin les libéraux, c'est vraiment l'individualisme, c'est le fait d'aider la personne seule en tant que telle, et après justement qu'elle évolue de son côté, qu'elle construise son business parfois, sa carrière personnelle. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui personnellement ne me convient pas en fait, c'est simplement ça. Puis après tu as les partis écologiques, certes l'écologie c'est super important pour moi aussi, mais au PS il y a l'écosocialisme qui existe aussi. Les engagés, j'ai l'impression que c'est pas une... Oui, ils sont un peu entre les deux. Ils se recherchent un peu, j'ai l'impression, ils sont pas très... Ouais. Voilà, et donc je me suis pas reconnue dans leur programme. Pareil pour les défis, c'est vraiment encore l'individualisme, mais un peu gommé en disant oui, nous sommes de centre. Et voilà, donc franchement, le PS, c'est le seul programme qui me permettait qui me correspondait totalement, quoi. Ah ouais, et je suppose qu'à partir du moment où tu as créé cette Red House et que tu es rentré en contact avec M. Ahmed Laouedj, c'est à ce moment-là en fait que tu mets un pied au PS. Mais en fait, non. C'est ça. Moi, j'ai toujours vécu dans la ville politique parce que ma mère était une militante déjà depuis très longtemps. Donc, une militante, je dis bien pas une personne qui avait des mandats ou quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas arrivée là par chance ou par facilité familiale ou quoi que ce soit. Non, en fait, j'ai vu que ma mère luttait déjà de son côté. Elle a une association qui aide les enfants précarisés. On faisait des distributions de pain. Enfin, en fait, j'ai toujours baigné dans ce côté social. En fait, c'était un peu inné, en fait. Et donc, c'est un chemin qui s'est tracé au fur et à mesure des années. Et maintenant, voilà, je suis où j'en suis. Ah ouais, mais c'est pas mal. Et le fait que tu es baigné dans cet environnement associatif, social, ça a un impact aujourd'hui sur ton projet politique ? Totalement. Parce qu'en fait, ma maman, elle est mère, elle est seule, elle a été seule à nous élever. Et donc, les familles monoparentales, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Et donc, oui, c'est le fait d'aider, d'être aux côtés d'une personne, de pouvoir lui apporter notre aide et de pouvoir justement créer quelque chose de concret. Pour moi, c'est hyper important. Et je pense que si je n'avais pas eu cette éducation-là, je n'aurais pas eu cette mentalité de justement aider, avoir un aspect associé, de société commune, etc. Donc oui, totalement. Et quand tu te portes candidate justement pour la région, est-ce que c'est toujours dans cet intérêt de préserver la communauté bruxelloise ou c'est juste parce qu'il n'y avait que de la place à la région et pas ailleurs ? Ah non, de moi-même, j'ai... Bruxelles a une place énorme dans mon cœur. Franchement, quand on me dit oui, je veux claquer tout et partir dans un autre pays, pourquoi faire ? On est tellement bien ici à Bruxelles, on a tellement de choses. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de regarder le verre à moitié vide et le voir à moitié plein. On a une ville qui est très riche. Les gens sont faut quand même pas se le cacher. Les gens sont très compréhensifs. Quand on va dans d'autres villes en France, quand tu t'appelles un certain nom, tu es directement catégorisé, stigmatisé. Ici, franchement, parfois il y a des différences qui sont constatées, mais je trouve qu'on n'est pas dans l'extrême pour le moment. Donc je pense donc il faut aussi se dire que Bruxelles, c'est une ville que voilà, elle est belle, elle a plein de potentiel et on a encore plein de choses à faire. Et c'est pour ça que je me suis dit, la région, c'est ce qui me correspond. Et vu que le pouvoir législatif à Bruxelles a quand même une certaine, grande marge de manœuvre, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et donc, pour moi, c'est évident. Par contre, la Chambre et le fédéral, j'ai l'impression que c'est des enjeux qui sont beaucoup plus larges. Et donc, je pense qu'à mon âge, pour le moment, je ne pense pas ne pas avoir assez de recul pour pouvoir envisager l'aspect fédéral. Oui, je comprends. Et tu penses que ta formation académique que tu entreprends en ce moment, tu penses qu'elle a un rôle dans ta carrière politique ? Il ne faut pas se le cacher. Avoir une certaine formation sur les rouages politiques, c'est important. Mais je pense que même sans diplôme, sans quoi que ce soit, on peut apprendre sur le terrain et avoir une certaine compréhension, comment une loi, une ordonnance, comment c'est fonctionner, etc. Moi, personnellement, je l'ai appris à l'université, mais des personnes qui n'ont pas eu de diplôme peuvent l'apprendre sur le terrain. Moi, je suis aussi... Pour moi, je ne suis pas dans le fait qu'il faut avoir un diplôme pour avoir accès à plein de choses. Non, bien au contraire. C'est juste que c'est une facilité pour mieux comprendre comment on va dresser une loi, comment on fait passer le projet de loi à une ordonnance, etc. Donc, mais je pense que c'est pas hyper important. La formation universitaire n'est pas fondamentale pour pouvoir construire
de bons projets pour Bruxelles. Ouais, je me souviens que je posais la question à Mounir Larissi, je lui disais, lui m'avait dit qu'il avait fait sciences politiques. Il me disait que la plupart des députés ou des candidats en politique avaient une formation en droit et que ça aidait beaucoup plus justement en politique que plutôt faire sciences politiques. Est-ce que tu es d'accord avec ce point de vue-là ? Mais comme j'ai dit, l'aspect législatif, plutôt légal, quand on l'a en droit, on comprend plus facilement. Ok, si j'ai un projet de loi, je dois le passer là, ça va prendre autant de temps, ça va passer au Conseil d'État, ça va passer par là. Donc je pense que le fait de le savoir, ça permet simplement d'être un peu plus réaliste dans ce qu'on veut proposer. Mais le fait de, par exemple, sciences politiques, ils ont aussi des cours de droit, ils doivent avoir quelques heures de droit par bachelier, par année d'études. Donc je pense qu'ils ne sont pas non plus dénués de l'information. Donc je pense que c'est un plus, mais c'est pas fondamental. Ok, d'accord. Ouais. Et dans tes ambitions politiques, tu dis que voilà, la précarité, c'est quelque chose d'important pour toi. La précarité dans tous ses sens, qu'elle soit familiale ou estudiantine, elles sont relativement importantes. Comment est-ce que toi, tu te projettes justement en tant que candidate en politique pour pouvoir lutter contre ces problématiques-là ? Pour moi, c'est l'égalité des chances. Parce qu'en fait, tous les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est parce qu'une personne a moins de chances, entre guillemets, qu'une autre. Donc si on part de ce postulat-là, on va se dire, ok, donc une personne qui vient de Molenbeek a d'office moins de chances qu'une personne qui naît et grandit à Woluwe-Saint-Pierre ou Saint-Lambert. Je ne veux pas faire de clichés, mais généralement, c'est ce qui se passe. Moi, je suis née à Anderlecht, j'ai grandi à Anderlecht, je m'appelle Dounia Alali. Ma mère a fait le choix de me mettre dans des écoles justement qui se retrouvent à l'extérieur d'Anderlecht pour justement m'écarter un peu et que je puisse un peu avoir une découverte différente de Bruxelles et de comment fonctionne la scolarité. J'étais dans une école à Woluwe et en fait, justement, j'ai constaté que moi qui venais d'Anderlecht, que je m'appelle Dounia, que j'étais dans une classe où j'étais la seule maghrébine généralement même de l'année, je me suis dit, mais c'est quoi le problème en fait ? Donc en fait, c'est simplement parce que ma maman a fait le choix de me mettre dans une école un peu dite favorisée, que j'ai pu avoir la chance de pouvoir justement aller à l'université et apprendre ça. Mais les enfants qui vont pas dans ce genre d'école, qui restent dans les écoles de leur commune, etc., ont factuellement pas les mêmes chances que ceux qui sont dans les écoles dites élitistes. On le constate malheureusement, c'est que les enfants qui sortent d'écoles communales, etc., quand elles arrivent à l'université ou en bachelier, elles ont un retard par rapport aux personnes qui sortent de ces écoles élitistes. Donc en fait, justement, ce serait garantir les chances à tous les enfants dès le plus jeune âge, parce qu'en fait c'est là que commence l'éducation et l'épanouissement de la personne. Donc un enfant qui grandit à Molenbeek et qui peut avoir accès à un enseignement de qualité avec vraiment des ressources qui sont suffisantes, et je pense qu'on lui donne toutes les chances entre les mains. Et donc dès ce moment-là, vraiment pour moi c'est l'investissement dans l'enseignement. Dès qu'on investit dans l'enseignement, c'est investir dans la société. Je dirais même qu'il faut même donner tout l'argent dans l'enseignement pour que justement on puisse évoluer de manière égale. Oui, et mais c'est tellement vrai que ce que tu dis que même sociologiquement, on dit que quand tu viens d'un environnement pauvre, tu as de très grandes chances, en fait, tu vas rester pauvre. Tout à fait. Et dans le meilleur des cas, un élève qui a des parents qui n'ont pas de diplôme aura de grandes chances d'avoir le CESS. Et tu montres comme ça à des parents qui ont un bachelier, il y a de grandes chances que leur enfant fasse un peu mieux, parce qu'ils cherchent chacun à se sortir de la classe sociale dans laquelle ils ont grandi. C'est logique en soi, parce que si tu as un parent qui a fait des études prestigieuses, entre guillemets, le parent pourra plus facilement accompagner son enfant dans sa scolarité et dans son parcours universitaire. Une personne qui a fait, je sais pas moi, ingénieur de gestion, il pourra bien apprendre à son enfant comment tu dois t'organiser, comment tu dois gérer ton emploi du temps. Et donc ça, c'est des choses, des acquis que l'on a seulement quand on passe par là. Et donc les parents, malheureusement, qui n'ont pas cette chance-là, l'enfant, il doit apprendre tout seul, et c'est compliqué d'apprendre ça tout seul. C'est vraiment des rouages que l'on comprend avec du temps, et ça prend de l'énergie. Donc franchement, c'est fondamental pour moi. Et toi qui es étudiante aujourd'hui, moi-même je suis passé par la case étudiante il y a quelques années, est-ce qu'il y a des difficultés que tu as aujourd'hui et que tu peux comparer avec ceux qui sont passés aux études avant toi ? À titre d'exemple, il y a plus de 20 ans, certains disaient que voilà, les professeurs étaient racistes dans les universités. Moi, quand j'étais à l'université, il n'y en avait plus. Les professeurs étaient beaucoup plus ouverts. Est-ce qu'il y a encore ce type de difficulté-là aujourd'hui ? Moi, je pense qu'actuellement, en tout cas, il y a eu de grands changements entre l'enseignement d'avant et maintenant. Les professeurs sont quand même beaucoup plus compréhensifs, mais ils gardent leur niveau d'exigence. Donc le niveau d'exigence reste le même, mais la personnalité des professeurs, bien sûr, a changé. Ça, c'est important, parce que si on reste devant des murs et qu'il n'y en a aucun qui répond à nos questions et qui ne veut pas justement nous accompagner,
on peut pas évoluer. Enfin, peu importe la personne d'où elle vient, si elle veut poser une question, elle veut une réponse. Donc oui, il y a eu des changements. Mais après, tu peux constater avec les décrets paysages, etc., on a l'impression que c'est un peu redondant. Ils veulent revenir dans ce programme c'est la méritocratie, tout le monde ne peut pas avoir le même diplôme. Et donc en fait, c'est vrai que d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'ils veulent revenir à l'ancienne... le milieu académique élitiste. Ouais. Et ça tombe bien, t'en as brièvement parlé. Je voulais t'amener en fait vers le décret paysage, qui lui est une catastrophe pour de nombreux étudiants ou élèves qui sont aujourd'hui en réto par exemple, et qui comptent entamer une première année, et pour qui ce serait compliqué. Le décret paysage, t'en penses quoi toi concrètement? Et est-ce que tu sais peut-être brièvement rappeler ce que c'est? Alors décret paysage, donc c'est Valérie Glatini qui a modifié le décret Marcourt. Donc le décret Marcourt, c'était quoi? C'était le fait de prendre avec toi tes crédits que tu n'as pas valorisés à l'année supérieure. Donc en première année, tu rates un cours, ce cours-là, tu passes en deuxième, tu dois encore le repasser jusqu'au moment où tu le réussis. Et Glatini est arrivée en disant ok, on va on va garder les crédits, mais en maximum 2 ans. Donc avant, on pouvait trimballer 2, 3, 4, voire 5 ans un cours de première année. Mais là, c'était maximum en 2 années. Les 60 crédits de première année devaient être validés. Donc ça, rapidement, ce que c'est. Moi, personnellement, je suis contre. En fait, je vais être transparente avec toi. J'ai vécu le Covid pendant en 2020-2021. J'étais étudiante à ce moment-là. Et ça m'a complètement freinée dans mon parcours. Dans mon parcours. J'ai mis de côté mes études. J'étais vraiment pas bien. J'arrivais pas à m'y mettre. J'étais comme j'ai dit, je partageais ma chambre avec ma soeur, donc j'étais pas dans un milieu propice à réussir. Et en fait, nous, donc ceux qui ont payé les frais avec le décret paysage, c'est ceux qui étaient en plein Covid. Et donc le fait de nous claquer ça sur le visage en disant « Ok, le Covid est arrivé, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous rendre encore plus compliqué la réussite académique. Voilà, exactement, la réussite académique. Mais en fait, pourquoi faire? Donc en fait, c'est comme si elle nous décourageait, elle nous faisait comprendre, en fait, dans 2 ans, peu importe ce que tu fais, c'est fini, tu peux plus continuer tes études. Alors que fondamentalement, moi personnellement, le droit, c'est vrai que j'ai eu des hésitations pendant quand même plusieurs mois, comme tout le monde, c'est normal. Bien sûr, ouais. Et en fait, il m'a fallu du temps pour réussir, mais finalement, je suis en dernière année et j'ai réussi à le faire. Donc je pense que c'est pas en pointant du doigt à l'enfant, l'étudiant, en disant oui, si tu réussis pas, t'es nexté, on veut plus te voir. Non, il y a des personnes qui réussissent en 3, 4, 5, 6 ans, chacun son rythme. Et puis finalement, qu'est-ce qui compte, c'est avoir son diplôme et pouvoir être actif sur le marché du travail. Moi, j'ai étudié et je jobais à côté, je travaillais au Deleuze, au Brico, partout où je travaillais. Et donc bien sûr, si j'accorde mon temps à autre chose sur le côté, t'as moins de temps à concentrer sur tes études. Donc je pense elle a vraiment donné un message de... ceux qui sont pas capables, faites pas d'études. Ouais, et c'est inutile en fait. On est déjà dans une société où il y a plein d'inégalités, plein de problèmes, et rajouter ça sur la tête d'un étudiant, d'un jeune proactif dans la société, c'est inutile. Et donc justement, le PS a pu voter le gel de ce décret, ce qui a permis en tout cas ce blocus-ci, les étudiants seront plus sereins et pourront étudier tranquillement. Et l'année prochaine, on rediscutera du décret. Mais en fait, je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire, à part justement éliminer le plus d'étudiants possible et mettre de côté les étudiants. Moi, je pense que ce qui serait déjà plus simple, ce serait d'accorder soit accorder une bourse à tous les étudiants, soit diminuer le prix du Minerval. Parce que moi, personnellement, je ne bénéficiais pas de la bourse, donc je devais travailler pour payer mes études, alors que franchement, je galérais. Leurs critères de bourse, ils étaient aléatoires, j'avais l'impression. Enfin non, je dis ça, mais... Oui, bien sûr, des critères, mais personnellement, je voyais des personnes qui vivaient très très bien, ils avaient un très bon train de vie, ils bénéficiaient de la bourse d'études, et moi, je dors avec ma soeur dans ma chambre et je dois payer mon Minerval. Donc moi, je dirais soit accorder une bourse à tout le monde, soit diminuer le montant de l'inscription, parce que c'est pas possible. Et si déjà de ce postulat, on arrive à aider et accompagner l'étudiant, on arrivera déjà à avoir de meilleurs résultats, ils ne devront pas donner leur vie dans leur job étudiant, et on aura plus de positifs. Moi, j'ai eu une discussion récemment avec un étudiant qui me disait ce qui est dommage en Belgique, c'est qu'on ne donne pas de bourse aux étudiants qui brillent à la fin de leurs études secondaires. Il disait dans d'autres pays, voilà, on est capable de financer les études des meilleurs, ceux qui sortent avec l'équivalent d'un milieu académique, mais d'une distinction, d'une grande distinction. Si on les aidait ceux-là, ça faciliterait plus facilement leur réussite académique. Surtout qu'il faut avouer que là où c'est le plus dur, c'est les 2 premières années d'études. Les 2 premières années, c'est là où tu jobs, c'est là où tu hésites, tu cherches une méthode de travail pour pouvoir accumuler les tonnes de connaissances. Et surtout que les études académiques dans le milieu francophone, moi je t'avoue que j'étudie dans le milieu néerlandophone, donc c'est encore différent. Ouais. Mais
l'université et la haute école, c'est deux approches radicalement différentes. Donc, moi, je pense qu'il faudrait davantage aider tous les étudiants, quel que soit leur milieu, mais ceux qui sont à l'université, faciliter aussi pour eux l'accumulation de connaissances et en même temps apaiser aussi les charges financières qui pèsent sur leurs épaules. Est-ce que de ton côté, tu envisages un refinancement justement de ce parcours académique pour des étudiants ? Mais moi, en tout cas, il y a un revenu digne qui a été proposé par les jeunes candidats auprès du PS. Donc, c'est vraiment un revenu de 18 à 25 ans qui permet d'avoir aucun souci, aucun tracas à part ses études. Parce que, ok, certes, il y a le Minerval à payer, mais il y a aussi la nourriture à payer. Pour ceux qui cotent, ils doivent payer le cote. Pour ceux qui doivent, se déplacer, payer le train. Il y a plein de coûts et de frais qui entrent en ligne de compte, donc il faut prendre ça en considération. Donc on ne joue pas uniquement pour payer le Minerval. Si je veux par exemple, j'ai aucun revenu, il faut se rendre compte qu'un étudiant n'a aucun revenu. Et donc s'il veut s'acheter, je sais pas moi, une petite veste, il peut pas compter toute l'année sur le dos de ses parents. Pour les parents qui n'ont pas assez d'argent, c'est compliqué de subvenir aux besoins d'un étudiant. Donc oui, le revenu digne il serait proposé par le CPS, c'est encore à réfléchir, mais en tout cas c'est ce qu'on avait imaginé. Et donc tous les jeunes qui sortent, qui veulent faire des études, bénéficieraient de ce revenu. Et donc, ça va vraiment alléger les épaules de l'étudiant. Il devra juste se concentrer sur ses études. Et c'est tout, quoi. Et la solution du MR de agrandir, de rajouter de nombre d'heures de job étudiant, mais ce n'est pas la solution. Donc, si on passe de 400 heures à 600 heures, le jeune va se dire quoi ? En fait, je peux travailler 600 heures, donc je peux encore plus me faire d'argent. Et donc, c'est du temps encore en moins considéré pour son étude. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment... L'objectif, c'est de dire travaillez, ratez, et mettez-vous sur le côté. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça le cheminement qui se fait. Enfin, c'est ce que je ressens. Je pense pas que c'est l'objectif de Madame Glatini, mais c'est ce que nous, on perçoit. C'est faites ce que vous pouvez, travaillez. Si vous réussissez pas, au revoir, bonne chance pour votre vie. Et en fait, c'est concret. Avoir un diplôme, c'est être actif sur le marché du travail. Il y a des personnes qui malheureusement sortent du CESS qui travaillent et en fait ils n'ont pas un revenu qui est décent. Et donc avoir un bachelier, avoir un diplôme professionnalisé sur une matière qui nous concerne, c'est justement avoir plus de facilité et avoir un bon revenu. Donc c'est pas la solution d'éjecter ces étudiants. Et on parlait aussi de précarité étudiante justement dans cet échange-là actuellement. Moi je me souviens de différentes actions qui avaient été menées à l'époque du Covid. C'était de venir en aide, par exemple, à des étudiants qui étaient près de chez soi. Si on avait un ordinateur qui traînait, c'est de le prendre et de l'offrir à un étudiant qui pouvait en avoir besoin, ou si on avait une imprimante, de la mettre à disposition de ses voisins. Est-ce que tu penses que la solidarité entre les citoyens, elle a été efficace au moment du Covid ? Honnêtement, non. Parce que le constat que j'ai fait avec les autres étudiants quand on était dans la rédac, c'est qu'il n'y avait rien. À part les salles du CPS qui avaient été mises en place, mais elles étaient bondées. À 8h30 du matin, il y avait la file devant les salles. Et dès qu'il y avait les 40 places qui étaient prises, il n'y avait plus personne. Donc on devait leur dire « bye bye, rentrez chez vous ». Sauf que tu es venu tôt le matin, tu fais la file pour que finalement on me dise « je dois rentrer chez moi, plus de bibliothèque ouverte, plus de lieux d'études pour étudier ». On fait quoi ? En fait, la solidarité, ok, mais pendant le Covid, elle a un peu disparu à cause justement de cet aspect individualiste où ma santé, ma famille... le Covid, c'était un peu anxiogène. Et donc, je pense qu'elle a un peu repris du poil de la bête à la fin de la pandémie. Mais pendant le Covid, malheureusement, on a vraiment été le bouc émissaire du Covid. Quoi. En tout cas, la génération qui était en supérieur, études, ouais, on a été vraiment mis de côté. D'ailleurs, il y a eu des suicides, malheureusement, qui ont été constatés sur les campus. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et donc, par rapport aux jeunes qui étaient en secondaire, eux, ils avaient leurs cours à la maison, ils avaient des jours à l'école, puis d'autres jours à la maison. Ils avaient des travaux qui étaient envoyés, mais ils n'étaient pas hyper... on leur mettait pas trop la pression par rapport à leurs cours. Nous, je t'assure, je me rappellerai toute ma vie, le Covid a été annoncé, c'était un vendredi 13. Vraiment, c'était un vendredi 13, et il a annoncé que lundi, ça allait être le confinement. On a reçu un mail le vendredi 13 disant que tous les cours qui étaient donnés allaient être à suivre en capsule vidéo ou en ligne dès le lundi. Donc on a eu 2 jours pour s'adapter et comprendre qu'en fait on allait passer X jours, X semaines, X mois à la maison à étudier, à suivre des cours en ligne, à passer les examens en ligne et à vivre avec sa famille H24, à devoir gérer son financement. On n'avait plus d'argent parce que tous les jobs étaient fermés. Moi, je travaillais chez Paul, je me rappelle, dans une boulangerie. Et
Et on m'a dit, ça sert à rien de venir travailler, on ferme. Donc j'avais plus d'argent. Et en fait, c'est un stress. On était jeunes, on venait de sortir du secondaire, on est lâchés comme des enfants dans une cour de récréation. Et donc, personnellement, de mon point de vue, on n'a pas eu de solidarité. En tout cas, elle n'a pas été assez présente au point que je puisse dire oui, ok, on a été solidaires. Non, vraiment, on a été le bouc émissaire du Covid. Nous, les jeunes, en tout cas de 2018, donc ceux qui sont sortis en 2018-2019 jusqu'en 2021-2022, tous ces jeunes-là ont été mis entre parenthèses et mis sur le côté, quoi. Et imaginons maintenant, on est le 9 juin, tout le monde va voter, tous les jeunes étudiants qui nous écoutent ou qui te connaissent votent pour toi. Le 10 juin, tu es élu, tu es à la région. Quelles seront les 3 ou 4 mesures que tu prendrais justement pour venir en aide à ces étudiants? Et en même temps, quelles sont les mesures que Dounia Halali va prendre dès qu'elle prend ses fonctions? Mais moi, vraiment, le revenu digne, c'est mon objectif. Après, c'est une compétence, c'est compliqué d'insérer ça dans la compétence régionale, mais en tout cas, je ferai passer le mot pour que le revenu digne soit voté le plus rapidement possible et que dès septembre 2024, tous les jeunes ne soient pas dans le tracas de je dois jobber ou pas, mes études ou mon job. Non. Rediscuter le décret paysage, justement, parce que en fait, les parents qui critiquent maintenant le fait qu'on ait gelé le décret paysage, eux, ils avaient la facilité des points de balance. Les points de balance, c'est quoi ? Tu avais un 7, un 8 sur 20, tu avais une moyenne de 11, 12. Allez, ton échec, il est passé, tu ne dois plus le représenter l'année prochaine. Ça, je ne sais pas si tu te rends compte. Maintenant, tu as un 7 ou un 8, ton cours, tu dois le représenter en juin ou en septembre ou rebelote l'année suivante, quoi. Donc moi, je pense qu'il faut revoir et moi, je pense qu'il faut créer une sorte de bulle de cours qui, si tu les réussis ou si tu les réussis pas, c'est pas fondamental. Moi, personnellement, en droit, en bac 1, j'avais tout sauf des cours de droit. Hein. J'avais des cours de philosophie, de psychologie, de sociologie. J'avais, je crois, 2 cours de droit sur un cursus de 10 cours. Donc, si je rate philosophie et que je dois le reporter l'année prochaine, l'année suivante, etc., alors que fondamentalement, il n'a pas d'intérêt dans mon parcours, pourquoi imposer ça ? Pourquoi ? C'est comme en médecine, généralement, il y a des cours qui sont plus de côté humain, social, et ils sont obligés de les repasser juste parce que ça fait partie du programme. Mais non, justement, il faut faciliter, créer justement un dynamisme de tu réussis, on t'accompagne, et comme ça, l'étudiant, il est content de faire ses études, il n'est pas là à traîner, à dire « Oh, j'ai encore ce cours à passer, je le traîne depuis 7 ans, 6 ans ». Donc c'est ça. Ensuite, la mobilité à Bruxelles. Ouais. La mobilité à Bruxelles, la gratuité de transport en commun, pour moi, c'est quelque chose il faut en parler, parce qu'il faut en parler. Bruxelles, c'est quoi ? C'est la ville la plus embouteillée d'Europe. La ville la plus embouteillée d'Europe. Donc quand on sait ça, ça veut dire que le parc, en fait, la disposition des rues fait que il y a des embouteillages. Même un dimanche, là, par exemple aujourd'hui c'était férié, il y avait des embouteillages à 2 rues d'ici. Pourquoi ? Parce que les croisements étaient mal faits, les feux rouges sont mal disposés. Je pense qu'il faut revoir complètement le système de circulation bruxelloise, mais aussi investir dans les transports en commun. Moi personnellement, l'abonnement à 1 €, c'est génial. J'ai la chance d'avoir devant moi un bus, près de chez moi, un bus qui me conduit directement à une station de métro, et le métro, il me conduit directement à l'université. Franchement, je vais beaucoup plus vite en transport qu'en voiture. Une fois que j'ai pris la voiture, j'avais envie de m'arracher les cheveux, franchement. Donc le fait d'investir dans les transports en commun, c'est faciliter et désengorger les rues. Après, je sais qu'il y a des familles, moi je comprends, faire les courses, les familles qui sont 4-5 personnes dans une voiture, les familles qui ont des grands-parents à accompagner. Et en fait, justement, le fait de désengorger les rues par cet investissement dans les transports en commun, ça va permettre de faciliter le transport en voiture pour ceux qui en ont besoin. En fait, il faut juste créer le fait que le transport en commun soit la première possibilité, et qu'ensuite, au cas où, d'accord, ce sera la voiture, et s'il n'y a pas, encore autre chose. Le métro, la ligne 3, pour moi, c'est un investissement qu'il faudra faire un jour ou l'autre, que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans ou dans 20 ans, on devra le faire, parce qu'il faut une ligne de métro supplémentaire. 4 lignes de métro, c'est pas suffisant pour la capitale de l'Europe. T'as une ligne, encore, elle fait... la ligne 2 et 6, elle fait le tour d'un même... c'est une boucle, axe, quoi. Ouais, c'est ça, donc c'est pas vraiment une ligne individuelle. Donc je pense qu'il faut vraiment investir dans le métro 3. Et puis, ma proposition personnelle, c'est les trams. En fait, avant, il y avait plein de lignes de tram. Bruxelles était quasiment remplie que de lignes de tram. Et puis, ils les ont supprimées. Je pense que c'était pour réaménager la circulation. Mais le tram est vraiment une bonne alternative. Quand on pense que...
Par exemple, je sais pas, moi je suis à Anderlecht, le tram 81, il fait Anderlecht, Woluwe Saint-Lambert. Et c'est rapide, c'est efficace, il a sa propre ligne, sa trajectoire. Il a son site propre, ouais, c'est oui, comme c'est ça. Ouais, voilà, exact. Je connaissais pas. Voilà, c'est ça. Et donc, le tram, je pense que c'est quelque chose qu'il faut investir. Ça coûte moins cher que le métro à construire parce que c'est pas des tunnels, c'est juste sur le terrain, sur la rue. Et si on réduit encore, donc si on désengorge les rues par rapport. En ajoutant des lignes de tram, je pense qu'on sera déjà un peu mieux. Moi, le plan de Good Move, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui... C'est Madame Écolo, Madame Groen qui a proposé ça, alors que franchement, ça se voit qu'il n'y a pas eu de discussion avec le citoyen. On a mis des blocs de béton. Du jour au lendemain, ceux qui revenaient de vacances en septembre, ils sont arrivés avec des sens interdits dans leur rue. Ils ne comprenaient pas, on ne les a même pas concertés. Donc, je pense que c'est vraiment hyper... c'est contre-productif de faire ça, de créer des nouveaux chemins sans concerter la population. Donc moi, personnellement, je ne suis pas pour ça. Mais il faut aussi penser à une mobilité différente, une mobilité plus douce. Et aussi le constat que dans quelques années, on n'aura plus de voitures. Parce qu'on se rend compte que l'essence, on arrive un petit doucement à la fin des ressources. Et à un moment donné, il n'y aura plus d'essence, quoi. Donc la voiture électrique, je pense que c'est pas non plus la parfaite alternative parce que c'est un entretien qui est hyper compliqué à faire. Donc franchement, les transports en commun, c'est la logique, je pense, à tous les problèmes à un moment donné. Et j'ajouterais que je t'ai vu dans une vidéo aux côtés de Lotfi Mustafa et une autre jeune candidate, justement, vous faisiez la promotion de cet abonnement à 1 euro par mois. Tout à fait, parce qu'il y a plein de jeunes qui ne savent pas que l'abonnement est à 1 euro. Il y a des personnes qui pensent parce que dans les commentaires que j'ai vus, qui pensent que c'est uniquement pour les Bruxellois. Non, c'est aussi pour les personnes qui sont dans les communes périphériques de Bruxelles, qui peuvent bénéficier de cet abonnement, simplement en présentant une attestation d'inscription. Dans une école bruxelloise. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, juste en ayant ça, si tu as moins de 24 ans, tu as accès à cet abonnement. C'est 1 euro par mois, quoi. Et encore, ça aurait pu être gratuit, mais c'est juste une question de taxation et d'imposition. Sinon, ça aurait pu passer gratuitement. Et on a aussi une proposition à Anderlecht, ce serait que chaque commune prenne en charge l'abonnement de tous les Anderlechtois. Donc imagine, chaque commune prendrait en charge l'abonnement de tous les citoyens. Ah, ça serait énorme, ça, ouais. Ce serait hyper intéressant. Ah ouais, ça faciliterait énormément. Les familles pourront dépenser le budget qu'elles mettent dans les abonnements scolaires de leurs enfants pour d'autres activités ou pour l'achat, je ne sais pas moi, d'un ordinateur, de bouquins, exact. etc. Et ça permettra de désengorger encore une fois les rues. Après, il faut encore parler de l'emploi du temps des métros, la circulation aux heures de pointe, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Mais quand tu vas à 10h30 du matin dans le métro, il n'y a personne. Ah, clairement, oui. Donc si on pouvait juste changer les horaires des entreprises, par exemple, pour coordonner le fait que le travail commence plutôt à 10h30, tu vois, faire une sorte de logique encore de société pour que tout le monde puisse être bien à un moment donné. Être aussi organisé que la société nippone, ce serait pas mal, ce serait une solution. Ce serait très intelligent. Ouais. Mais c'est hyper intéressant. Et j'ai vu aussi que, bon, alors certes, c'est vrai, c'est un homme qui pose la question, mais au niveau de l'égalité des chances, toi qui es une jeune femme, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on fait suffisamment pour lutter contre les discriminations faites aux femmes, le harcèlement de rue, etc. Mais Nawal Benamou a fait déjà du très bon travail qu'on peut déjà... Que je salue au passage. Tout à fait, moi aussi, on la félicite pour tout ce qu'elle a fait. Comme je dis, on peut encore continuer le travail. C'est vrai qu'à Bruxelles, personnellement, en tant que fille, quand tu sors le soir, tu te sens pas en sécurité. C'est un fait. Malheureusement, quand tu prends le métro à 1h du matin, minuit, voilà, c'est tard et il y a des personnes qui rôdent, c'est pas des gens qui sont forcément très bonne confiance. Donc je pense que, oui, malheureusement, les discriminations, elles existent et il faut essayer de créer une forme de sécurité et de... Enfin, la discrimination et la sécurité est aussi liée, mais si on crée une forme de sécurité dans les villes de Bruxelles, on se sentira moins discriminé en tant que femme. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends tout à fait. Ouais. Parce que c'est parce que je suis une femme que je me fais agresser dans la rue, et donc s'il n'y avait pas de discrimination entre les hommes et les femmes, je ne me sentirais pas en insécurité. Bien sûr, et tu trouves que dans les écoles, on sensibilise bien les élèves et les étudiants à ces problématiques-là ou pas ? J'ai l'impression que, encore une fois, depuis le Covid, les mentalités ont un peu changé. Vu que les gens ont compris ce qui se passait à travers les réseaux sociaux et maintenant on peut avoir l'information hyper rapidement, donc j'ai l'impression que les mentalités ont vraiment changé. L'université maintenant et l'université il y a 6 ans, c'était pas la même chose. C'était vraiment voilà, les garçons qui embêtaient les filles, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une plus grande conscientisation et aussi les plus jeunes, quand je rencontre des jeunes filles, des jeunes garçons qui parlent des femmes, elles sont vraiment dans l'aspect d'être respectueux,
Donc le garçon, il va dire « Ah oui, non, c'est pas bien ce que tu dis, il faut pas être irrespectueux envers les jeunes filles. » Et les filles vont pas subir de problèmes vraiment directement avec les jeunes garçons. C'est ce que je constate. Je sais pas comment ça se passe vraiment dans la vraie vie, mais généralement, quand je vois un garçon, je me dis « Non, c'est pas bien de parler comme ça d'une fille. » Alors, vraiment, je suis agréablement surprise. Donc, ça fait plaisir à entendre, parce que moi, je me souviens, il y a plus de 10 ans, quand j'étais à l'université, c'était hyper compliqué. Tu vois, c'était vraiment le fait de taper pas taper sur la fille, mais un peu la taquiner. C'est des taquineries qui sont pas vraiment bien placées, et donc ça crée une insécurité, une discrimination aussi. Et après, ça se répercute sur le travail, parce que ces personnes-là, encore une fois, sont les acteurs de la société. Et donc, si tu critiques une camarade d'auditoire, tu pourrais facilement critiquer une collègue du travail, en fait. Donc, ça se répercute, ça continue. C'est pour ça que, comme tu as dit, c'est dès l'enseignement, dès le plus jeune âge qu'il faut apprendre et faire comprendre. Et je pense que là, pour le moment, il y a une conscientisation qui est en train de se faire vraiment de manière autonome. J'espère que ça continuera, ça perdurera. Mais après, c'est aussi le boulot d'éducation parentale, l'éducation à l'école, de pouvoir ou pas sanctionner ce qui est approprié ou pas approprié. Et également la justice, que la justice soit aussi beaucoup plus ferme avec ce type de comportement, parce que c'est très très important de protéger justement l'intégrité physique et morale, à la fois des hommes et des femmes aussi, surtout les femmes en ces périodes très compliquées. Parce que je me souviens, en période de Covid, il y avait énormément de vidéos qui circulaient sur la santé mentale des étudiants, mais également sur des conflits familiaux où des femmes subissaient des violences conjugales. Donc c'était très très important, et ça avait un impact directement sur les enfants qui aujourd'hui sont des enfants du Covid, qui ont probablement vu leurs parents se mettre des coups ou leur mère prendre des coups, et à la fin ça a un impact directement sur eux. Ils peuvent être... On dit en psychologie que ces enfants-là ont beaucoup plus de chances d'être victimes de harcèlement à l'école, et à la fin, ça crée une société malade. C'est ça, conflictuel, et il ne faut pas ça, il faut vraiment prendre le problème à la racine, et le problème à la racine, c'est l'éducation, parce qu'on peut créer tous les programmes possibles, mais si à la maison, l'éducation ne suit pas, malheureusement, ça ne va pas pouvoir continuer et perdurer. Mais j'espère que la conscientisation qui se fait actuellement pourra continuer et impactera la génération future et qui reprendra encore la relève. Et en fait, je pense que le tabou, au fur et à mesure, disparaîtra, j'espère, parce que c'est un peu comme ça qu'on modifie un peu les sociétés, qu'on évolue. Mais après, encore une fois, si les écoles ne sanctionnent pas les comportements abusifs, ça ne peut pas créer la conscientisation. Ouais. Écoute, Dounia, je te remercie pour cet échange. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu souhaiterais ajouter pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous voient en ce moment ? Moi, ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que peu importe l'orientation, les origines, comment on s'appelle, d'où on vient, toutes les petites choses qui nous caractérisent, c'est pas ça qui fait qui on sera dans quelques années. Si on se donne les moyens, si à un moment donné on se mouille aussi, on peut arriver à des changements, et c'est ainsi qu'on pourra créer une société qui sera égalitaire et qui sera sécurisée, c'est en croyant en soi et en se mettant un peu dans le mouvement qu'on arrivera à des résultats. Parce que si on constate, on observe mais on fait rien, à un moment donné, on peut que critiquer, et quand on critique, c'est que du négatif, et donc c'est une spirale de négatif, et c'est pas bon, quoi. Donc à un moment donné, on critique, ok, mais mouille-toi, regarde ce que ça fait, et essaie d'arranger les choses. En tout cas, moi, c'est mon idéologie, c'est ma philosophie, t'as quelque chose à critiquer, essaie de le changer, et regarde ce que ça donne. Et c'est sur ces mots de sagesse que je vous invite à vous renseigner sur le programme politique du PS et à voter Dounia Halali aux prochaines élections régionales, de la soutenir en partageant cette vidéo, mais également en vous abonnant à ses réseaux sociaux, en suivant les différentes actualités qui sont les siennes. C'est une personne très agréable, elle a de belles ambitions politiques. Je vous encourage vraiment à la soutenir, et Dounia, un très grand merci à toi d'être venue jusqu'ici. Merci pour l'invitation, merci pour le travail que tu fais aussi, parce que inconsciemment, tu renseignes les gens et tu déconstruis les préjugés, et c'est vraiment très très bien. Écoute, c'est très important, et c'est pour ça que j'invite les jeunes de plus de 16 ans aussi à voter aux élections européennes. Ça sera une première pour eux, donc faites-le, votez le 9 juin, et même ceux qui ont pris l'habitude de ne pas voter, votez le 9 juin. Allez-y. Et votez Dounia Halali. Votez 40, merci. À très bientôt, salam alaikum. Salam.